La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre étincelle hebdomadaire pour comprendre, apprendre et avancer dans le quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le jeu, et plus précisément du jeu comme outil de remédiation. C'est-à-dire non pas juste pour s'amuser, même si c'est déjà essentiel, mais surtout pour rééduquer, renforcer et réconcilier les enfants avec les apprentissages. Je vais donc vous partager des explications, des exemples, des astuces concrètes et des ressources pour utiliser le jeu au service du développement cognitif, émotionnel et scolaire. Alors finalement, est-ce que le jeu est un outil de remédiation puissant et si oui, pourquoi ? On va d'abord parler des fonctions exécutives, qui sont nos capacités à planifier, inhiber, organiser, changer de stratégie. Elles sont essentielles dans la vie scolaire et dans le quotidien. Elles sont souvent fragiles, notamment chez les enfants qui présentent un TDAH, un trouble 10, un trouble autistique, ou bien qui ont des difficultés d'apprentissage plus globales. Alors le jeu va permettre de travailler ces fonctions exécutives naturellement. Par exemple, dans un jeu de tour de rôle, on va travailler plutôt l'inhibition, la gestion de l'attente, alors que dans un jeu de construction, on va plutôt mobiliser la planification et la flexibilité. Alors, petite astuce, on va choisir plutôt un jeu qui demande un petit effort cognitif, mais qui reste motivant. Pas trop facile, pas trop dur, on va vraiment parler de zone proximale de développement. Sachez aussi que le jeu diminue la pression. Il est vrai que dans le cadre scolaire, l'enfant est souvent évalué, comparé, corrigé et cela peut créer de l'anxiété qui bloque l'accès à ses ressources internes. Et puis, le fait de jouer, finalement, dans ce contexte, va abaisser cette pression. L'erreur devient partie du jeu, ça ne devient pas un échec. L'enfant peut recommencer, expérimenter. Il se sent acteur et non soumis à un regard évaluatif. Donc par exemple, on pourrait faire avec des Lego une dictée de briques plutôt qu'une dictée papier afin de permettre d'aborder l'orthographe avec plaisir. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus ludique et apprécié par les enfants. Le jeu va aussi rendre l'enfant actif. C'est vrai qu'on apprend mieux quand on fait soi-même et le jeu repose sur l'expérimentation active, l'essai-erreur, la manipulation. Il va permettre une meilleure mémorisation car on passe par le corps, les émotions et la motivation. On peut aussi, et c'est même recommandé, d'appuyer les apprentissages formels, lecture, maths, grammaire, etc. par des jeux parce que ça permet de consolider les acquis différemment. Le jeu, on le sait aussi, va créer du lien et une sécurité affective. Jouer ensemble avec son enfant, c'est aussi créer une relation. Et dans cette relation de confiance, l'enfant va oser davantage, il va persévérer plus longtemps et il va s'engager plus. Le professionnel qui joue avec bienveillance va alors devenir un allié, un partenaire et pas du tout un juge. Alors finalement, quel type de jeu vous allez pouvoir utiliser et pour quoi faire ? Je vais vous donner quelques exemples, c'est bien sûr non exhaustif. Alors, on a des jeux de société simples et efficaces. Un qui est très connu, c'est le Dobble. On va travailler avec celui-ci la vitesse de traitement, l'attention visuelle, l'inhibition. Le Uno, alors quelle que soit la version, on en a plusieurs maintenant, mais le Uno permet de travailler l'inhibition, le fait de changer de couleur, de stratégie. Il va aussi permettre de travailler la mémoire de consignes. On a un jeu sympa, moi que j'apprécie pas mal, c'est Cortex pour travailler la mémoire, la logique et la perception. Pour les tout petits, on a aussi des jeux, par exemple pour les 3-5 ans, mon premier verger, il permet d'être plutôt dans la coopération et le tour de rôle. On peut tout à fait diminuer le nombre de règles, adapter la durée ou bien même introduire une règle de coopération si besoin. C'est vrai qu'on a notre jeu de société, on a la règle de départ, mais on peut tout à fait ajuster si nécessaire en fonction de la personne, de l'enfant que l'on a en face de nous et surtout de l'objectif que l'on cible.
On a des jeux moteurs aussi, tels que 1, 2, 3 soleil, Jacadie, les parcours moteurs à base de coussins, de cerceaux, de plots. Alors ça, c'est idéal pour tous les enfants, mais davantage pour les enfants qui présentent un TDAH, éventuellement une dyspraxie, parce que ces activités vont permettre de développer la coordination, la proprioception et la régulation motrice. Petite astuce, n'hésitez pas à nommer les gestes, à inclure des consignes verbales ou à introduire un rythme. C'est vrai que ce sont des jeux moteurs, mais ce n'est pas parce que c'est un jeu moteur que vous devez vous exempter de parler. On a aussi bien sûr les jeux symboliques, les jeux de rôle. Alors vous les avez peut-être en tête, jouer à la maîtresse ou au maître, jouer au vétérinaire, jouer au papa et à la maman. Et puis, on peut bien sûr travailler la narration, le langage, les compétences sociales et l'expression émotionnelle, soit avec ces jeux symboliques, soit avec différents jeux de rôle. C'est vrai que pour les enfants qui présentent un trouble autistique ou un trouble du langage oral, ce sont des jeux qui sont assez appréciés et qui vont être porteurs. Je ne pourrais pas vous parler de cette thématique sans aborder les jeux avec des briques ou bien les jeux de construction et particulièrement les Lego, ces fameuses briques de couleurs pour jouer ou faire des mini-jeux cognitifs d'ailleurs, travailler la mémoire, l'écoute, l'attention ou bien manipuler pour apprendre. On pourrait tout à fait utiliser, comme je vous le disais, des Lego pour travailler le français, travailler la nature des mots, mais aussi en mathématiques, les diverses opérations, la logique. On peut proposer aux enfants des défis, on peut leur proposer de suivre différentes missions. Par exemple, construire une phrase avec 4 mots, un sujet, un verbe, un complément et un de ton choix. Et puis on a aussi les jeux numériques. Alors c'est vrai qu'on est toujours assez réticent à employer du numérique, c'est vrai qu'il faut les employer avec parcimonie et prudence, mais on a pas mal de logiciels éducatifs, d'applications ciblées, soit pour les rééducateurs, soit directement pour les apprenants, pour les enfants, pour les élèves, qui permettent, tels que Lalilo, de travailler le français, ou bien on a Khan Academy Kids aussi, plus largement pour la partie académique. Donc, bien utilisés, les jeux numériques peuvent avoir un réel bénéfice. Toujours en complément d'un accompagnement humain, un temps limité et une bonne verbalisation, vous pouvez les introduire à certains moments de la journée en fonction de l'âge des enfants. Effectivement, là, tout petit, on va éviter tout ce qui est écran, mais vous pouvez tout à fait, lorsqu'ils sont un petit peu plus grands, même lorsqu'ils sont au collège, leur présenter ces applications. Je pense aussi à Babaou pour travailler sur les fonctions exécutives. Encore une fois, ça reste du numérique, mais du numérique qui leur permet d'avancer. Et puis, c'est important aussi, tant qu'on le peut, d'intégrer le jeu dans une démarche pédagogique ou thérapeutique. Alors, on va toujours, bien sûr, définir un objectif. On ne joue pas juste pour occuper l'enfant. C'est important d'avoir un but. Qu'est-ce qu'on veut travailler ? Est-ce qu'on veut travailler l'attention, la mémoire ? Est-ce qu'on veut travailler plutôt la partie académique, l'orientation spatiale ? Donc on va noter les objectifs avant la séance et puis on va proposer des activités qui vont permettre de répondre à cet objectif et d'atteindre un certain niveau. En parlant de niveau, on va d'ailleurs l'adapter systématiquement à l'enfant. Changer le rythme, changer les règles ou réduire le nombre de consignes, jouer en duo ou en petit groupe, utiliser peut-être des pictos si besoin, inclure des pauses. Et puis, surtout, on ne va pas oublier d'ancrer les apprentissages. On va pas seulement jouer pour jouer, encore une fois, mais on va vraiment prendre le temps, ne serait-ce qu'après le jeu, de questionner l'enfant sur qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui, qu'est-ce qui lui a semblé facile, difficile, comment il a mis telle ou telle stratégie en œuvre. Le but étant ensuite de pouvoir faire un transfert et que l'enfant ne soit pas seulement en réussite sur une thématique ou dans un domaine en faisant le jeu, mais aussi dans son environnement quotidien. Le jeu, finalement, c'est une sorte de boîte à outils presque magique parce qu'il permet de contourner les blocages, de raviver le plaisir d'apprendre, de développer les fonctions cognitives, sociales, sans passer par la contrainte. Alors n'hésitez pas, que vous soyez parents, enseignants, AESH, tout type de professionnels, les psychomotes, psychologues, ergo, orthopédagogues ou tout simplement curieux, n'hésitez pas à réintroduire le jeu. Jouer, c'est structuré et surtout, c'est puissant. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine dans La Chronique de Chloé.
C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.